Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. Encore une fois de plus, nous sommes sur la place des Évolués où nous avons le plaisir de recevoir un acteur important dans le domaine de l'environnement. C'est une personne qui s'est démarquée un peu du lot parce qu'il s'agit d'un médecin. Aujourd'hui, je vais recevoir sur mon plateau un médecin. Il s'appelle Gustave Lobota, il est médecin. Alors c'est avec lui qu'on va essayer de discuter sur plusieurs aspects parce que je voudrais bien que vous puissiez les découvrir vous-même. Monsieur le médecin, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Je suis content de vous recevoir. C'est quand même la deuxième fois que je reçois un médecin sur mon plateau parce que vous savez, l'environnement touche également aussi à la médecine, l'environnement touche aussi à la santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir. Vous êtes médecin. Alors, je voudrais quand même que vous puissiez vous présenter auprès des téléspectateurs. Oui, merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs, surtout les autochtones du Congo qui nous suivent à ce moment. Je suis Gustave Lobota, je suis médecin des hôpitaux et coordonnateur national de l'association de santé autochtone dans notre pays. Voilà, je pense que vous comprenez déjà là qu'il s'agit d'un autochtone. Donc les médecins que je reçois sur ce plateau, c'est un autochtone pygmée. Oui. Voilà. C'est un... Mais attends, mets-toi un peu debout. Moi et toi là, qui est plus géant que l'autre? Mais attends, regardez vous-même. Vraiment. Est-ce qu'il est vraiment pygmée hein? Parce que généralement on nous dit que les pygmées sont de courte taille, mais moi je vois un pygmée qui a ma taille. Vraiment avec ça, je pense qu'on pourrait changer l'histoire avec le temps. Ouais. Ça c'est très bien. Asseyez-vous monsieur les médecins. Voilà, donc c'est un plaisir de vous recevoir déjà sur ce plateau pour parler un peu de ce que vous faites. Vous êtes médecin depuis combien de temps? Bon, depuis 2013, je suis médecin et j'évolue très bien dans le monde privé. Et puis pour le moment, je coordonne une association qu'on appelle l'Association de santé autochtone. C'est avec ça qu'on est en train de promouvoir la santé des peuples autochtones pygmées dans notre pays. Très bien. Et ça a été facile pour vous de suivre les cursus normal parce que je sais que les pygmées parfois ont du mal à s'intégrer dans les milieux des Bantous. Je sais que les universités, c'est parmi les milieux des Bantous. C'était facile pour vous intégrer dans ces milieux et suivre les cursus jusqu'à devenir un médecin? Oui, c'est évident. Bon, d'ailleurs, tout ça dépend d'abord de Dieu, de la volonté. Parce que nous ne sommes pas d'un peuple à part entière. Nous sommes un peuple et puis nous avons des capacités compétitives avérées pour que nous soyons aussi des cadres dans ce pays. Bien évidemment, j'ai fait mes études primaires à Bikor. Vous êtes des Bikoro? Oui, à Bikor. Et puis mes études secondaires à Mbandaka. Et je suis venu terminer ici à l'université Belcampus à Kinshasa. Bien évidemment, je travaille dans le monde privé et on est ensemble avec tout le monde et nous prenons en charge toutes sortes de maladies dans notre pays. Ah, ça c'est très bien. Et donc si je comprends bien, tout ce qui est stéréotype de pygmées machin, de bantous machin, ça n'a pas influencé votre détermination à devenir aujourd'hui un cadre? Oui, ça, je pourrais dire que d'abord ça a été ma volonté de devenir médecin. Depuis la France, j'ai décidé de devenir médecin. C'est avec ça que j'ai eu la décision. Et j'ai aussi la chance d'avoir un grand frère qui m'a fait étudier comme tel. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. J'ai fait la fierté de ma communauté autochtone dans notre pays. Je pense que dans les années qui viennent, il y a aussi d'autres autochtones pygmées qui vont être comme moi. Et ça sera une bonne chose pour notre pays. Bravo, bravo monsieur le médecin. Autochtone pygmée. C'est pour la première fois que la RDC dispose d'un médecin pygmée. Hein? C'est ça, non? Ah oui, c'est Vous êtes un premier médecin? Oui, exactement. Et il y a des amis qui sont encore au banc de l'université, et qui sont encore aussi des infirmiers, des laboratoires et tout comme ça. Mais comme médecin, c'est d'abord moi. D'abord moi et les autres vont me suivre. Ah, ça c'est très bien. Et là,
c'est une exception qui confirme la règle parce que parfois on nous dit les pygmées ne sont pas habiles à faire ceci, habiles à faire cela, mais là nous avons un pygmée qui est habile à travailler pour le bien-être de la communauté. Est-ce que vous soignez seulement les pygmées ou bien vous soignez aussi les bantous? Non, d'abord nous sommes des médecins de l'État congolais. Ok. Et nous soignons tout le monde. Toutes les personnes confondues qui viennent au cabinet, on les soigne sans fois tenir compte d'un autochtone, des bantous, d'un nilotique et d'un soudanais. Donc je suis médecin de l'État congolais et au cabinet je reçois tout le monde et on soigne tout le monde. Et vous avez votre propre cabinet ou bien vous travaillez dans un centre de l'État congolais? Bon, dans notre association, j'ai un cabinet. Okay. J'ai un cabinet qu'on appelle le Centre médical et maternité ASA, qui est logé dans la zone de santé de Binga Météo, à l'IPN. Et c'est là où nous prenons tout le monde en charge, y compris les autochtones pygmées qui viennent se soigner. Ok. Et dans l'entretemps, vous ne travaillez pas dans une autre structure de l'État, non? Donc vous êtes... Bon, en fait, depuis que j'ai terminé mes études, j'ai eu la chance d'aborder des organismes. Et quand j'ai terminé, j'étais d'abord consultant dans plusieurs projets. De santé toujours? De la santé, oui, oui, de santé toujours. Et j'ai été là comme chef de projet pendant un long moment. Et après, notre réseau, le Repalef, m'a interpellé pour venir porter ma pierre au niveau du réseau qu'on appelle Repalef. C'est là où que nous avons eu l'idée de mettre une association qui s'occupe spécifiquement de la santé des peuples autochtones. Et actuellement, cette structure fonctionne bien malgré que nous travaillons avec nos moyens de bord. Très bien. Alors, je voudrais maintenant rentrer un peu à l'intérieur de ce que vous faites comme médecine. Est-ce la médecine moderne ou vous pratiquez la médecine dite traditionnelle? Bon, en fait, la médecine moderne provient de la médecine traditionnelle, selon l'histoire de la médecine. Que cela ne tienne, nous combinons les deux. Les deux comment? D'abord, comme médecin, je travaille dans mon secteur de la médecine moderne. C'est là où nous prenons en charge tous les malades. Et ensuite, on ne peut pas oublier quand même notre culture, qui est la médecine traditionnelle, qu'il faudrait maintenant valoriser et conserver. Malheureusement, sur le terrain, il y a pas mal des acteurs qui viennent dans ce secteur comme des prédateurs pour se faire prévaloir de l'argent et tout qu'on sort. Mais il serait mieux d'associer les peuples autochtones parce que c'est à nous-mêmes qui ont le pouvoir traditionnel coutumièrement titré pour que la médecine traditionnelle ait quand même un sens, une valeur quand même dans notre société. Il y a quand même des gens qui pensent que la médecine traditionnelle fait appel aux esprits parfois parce que pour guérir, il faut des rituels et tout ça. Vous ne pensez pas que c'est compliqué d'associer et la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Comment vous conciliez les deux comment? Bon, en fait, dans notre cabinet, nous avons le secteur de la médecine moderne. Quand vous venez malade, on te soigne. Et il y a des malades parfois, par exemple, des cas de fracture, qui disent non, moi avec ça, il vaut mieux aller à la médecine traditionnelle. C'est à ce cas que nous avons mis aussi un petit cabinet de la médecine traditionnelle, parce que c'est notre culture, que si quelqu'un refuse comme d'avoir les traitements modernes, eh bien, on les transfère dans la médecine moderne. Ah, mais et là génial, aussi, ça. Oui, c'est là aussi il peut bénéficier de la guérison. Ah, mais c'est intéressant, je viendrai quand même voir ça. Oui, d'ailleurs, vous êtes le bienvenu. Je viendrai voir comment c'est organisé ces services. Donc, c'est-à-dire que si je viens, par exemple, j'ai une maladie, mettons entre guillemets, j'ai l'hypertension, bien j'ai l'hypotension, et que je sais qu'au niveau de la médecine
moderne, peut-être il n'y a pas de Ça ne traitement. tient pas. Alors, vous me redirigez directement vers la médecine traditionnelle. Oui, oui. Ah, donc, mais ce n'est pas une obligation, donc c'est volontaire. Non, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, ça dépend du malade lui-même. Ok. Lui-même peut faire un constat. D'ailleurs, au cabinet, il va voir les gens qui sortent de la médecine moderne vers la médecine traditionnelle. Et parfois de la médecine traditionnelle vers la médecine moderne. C'est vice-versa. Ok. Donc c'est ça que nous sommes en train de promouvoir notre médecine traditionnelle, étant qu'autotone, et je ne peux pas quand même oublier ma culture. Ça, c'est notre culture, et la médecine traditionnelle, c'est aussi un problème dans notre pays. Parce qu'il y a ceux qui se font de l'argent, sans toutefois d'abord avoir le pouvoir traditionnel coutumièrement attitré pour exercer ce métier. Ouais. Parce que cette médecine traditionnelle, souvent, ça se transmet d'un père au fils, de manière traditionnelle. Ok. Hein, d'un village ou bien d'un clan à l'autre. Ok. Donc c'est ça chez nous les autochtones. C'est comme ça que ça se fait. Mais à Kini, tout le monde utilise la médecine traditionnelle. Docteur traditionnel. Et maintenant, nous avons un projet que nous cherchons les partenaires pour enregistrer tous les autochtones pygmées d'être comme les tradis praticiens. Okay. Donc, c'est-à-dire avoir un numéro d'ordre comme dans la médecine moderne. Oui. Et avoir un document aussi légal qui peut lui permettre, même au coin du village, même au fond du village, il peut exercer son métier comme tradit praticien autochtone pygmée. Je voudrais savoir quand même comment ça fonctionne à ce niveau-là. Vous êtes d'abord un médecin moderne et un malade qui veut être transféré vers la médecine traditionnelle. C'est vous-même qui allez suivre pour faire maintenant la médecine traditionnelle ou bien il y a d'autres médecins traditionnels qui sont là? Non. En fait, comme médecin, je peux transférer sur la vie du malade. Ouais. Je peux transférer le malade vers la médecine traditionnelle. Oui. Là-bas, il va trouver toute une équipe qui est là. Ah, ce n'est pas vous qui allez intervenir là-bas non plus? Vous arrêtez seulement à la médecine moderne? Moi, je m'arrête à la médecine moderne. Okay. Il y a une équipe qui est là, qui va s'occuper de ces malades, mais tout en référant des plaintes que j'ai mis dans ma lettre de transfert. Okay. Et c'est là où ils vont s'occuper de ces malades. Ah, donc au moins vous servez déjà en amont pour prélever par exemple tous les signaux vitaux, prélever, donc diagnostiquer, considérer par exemple que ça, il s'agit de telle maladie. Donc par rapport à la médecine moderne, il s'agit de telle maladie. Et maintenant vous transférez la personne vers la médecine traditionnelle tout en sachant qu'il s'agit de telle maladie. Oui. Ah, ça c'est très bien. Moi ça va éviter à ce qu'il y ait des tâtonnements parce qu'on sait que les médecins ou les tradis praticiens tâtonnent parfois quand vous lui dites nazo kapasi awa abande biso eza libanga o eza rat o eza boye mais zo andeta musoko zango. Oui, c'est un problème qui est là, non seulement avec ça, même un problème aussi des dosages. Parce que la posologie aussi cause un problème. Un problème au niveau de la médecine traditionnelle. Mais avec le temps, c'est pour cela que nous sommes en train de valoriser aussi la médecine traditionnelle. Parce que nous devons le mettre comme les amis du Cameroun. Vous voyez, dans l'Afrique de l'Ouest, là, la médecine traditionnelle est valorisée. Et que nous aussi, nous voulons amener cette expertise au niveau de notre pays. Mais c'est un problème de moyens. On n'a pas assez de moyens pour mettre ça en valeur vraiment comme tel. Bon, je pense que nous avons un programme qui s'occupe de ça, mais c'est un programme aussi qui n'a pas assez aussi de moyens. C'est au ministère de la Santé maintenant de mobiliser des moyens mais récemment, vous étiez dans les Kwilu, Kwango, vous avez été visiter les pygmées, j'ai vu des photos que vous avez balancées. C'était quoi l'objectif de cette mission-là? Identifier les nouveaux membres tradis praticiens ou comment? Non, en fait, avec ça, on avait un projet qu'on appelle PASSEDEF, c'est un projet de la Banque mondiale, et que j'étais comme consultant d'accompagner l'équipe sur le terrain, et j'ai profité de constater l'état sanitaire des peuples autochtones dans nos milieux, notamment dans le cadre de la malnutrition. Comme vous le savez, les enfants autochtones souffrent de la malnutrition pas mal là, et que dans tous les dépêches, là où il y a présence de peuples autochtones, il y a un problème de la malnutrition qui bat son plein au niveau de peuples autochtones. Non seulement ça, il y a un problème aussi de la planification familiale,
Comme vous le savez, les femmes autochtones accouchent toujours dans les feuilles de bananier. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui dans nos villages. Mais il y a des maternités au village, non? Non, non, vous savez, chez nous les autochtones, il y a une particularité. On peut mettre un hôpital dans un milieu tel. Et dans ce milieu-là, s'il y a une forte concentration de peuples autochtones, il faudrait qu'il y ait un autochtone qui travaille dans cet hôpital. Ah bon? Oui. S'il n'y a pas un autochtone qui travaille là-bas pour accueillir les siens, Oui. eh bien, ça cause un problème d'intégration. Là-dessus, vous allez voir qu'un autochtone viendra si seulement s'il y a un problème de transfert. Mais par volonté, il va demander qui est là. Okay. Il y a seulement les Bantous. Et parfois, les traitements des Bantous vers les autochtones, c'est tout à fait discriminatoire. Okay. C'est à ce moment-là que les femmes autochtones disent non, vaut mieux accoucher seulement derrière la maison, sous les feuilles de bananier. Et ça passe, Dieu est grand, ça passe. Il n'y a pas un problème de dystocie. Quand même au XXe siècle, oui, ce n'est pas normal. Il n'y a pas un problème de dystocie. C'est grave, c'est grave. C'est pour cela que nous interpellons toujours le gouvernement à travers le ministère de la Santé de s'occuper des peuples autochtones. Parce qu'il y a un problème. Quand ils vont au bout du village, chez nous, au village, en tout cas, c'est un problème. Et maintenant, les femmes autochtones accouchent pas mal. Il faudrait un système de planification familiale. Et de là, malgré tout, nous sommes en gestation avec le FONARED qui a essayé un peu de nous contacter pour mettre un projet sur la planification familiale chez les femmes autochtones. Okay. Et nous les entendons toujours, mais ça prend un peu du temps. Okay. Mais je sais bien que avec le projet promis, les peuples autochtones seront quand même intégrés parce qu'on s'échange avec eux et qu'on a eu même la visite de FONARED avec les opérateurs dans notre cabinet et on a été très contents. Et jusqu'à présent, la communauté, non seulement de Kinshasa, même de l'intérieur, entend ce projet pour la réalisation de ce projet auprès des femmes autochtones. Super. Docteur Gustave, mais c'est intéressant tout ce que vous êtes en train de me dire là parce que c'est des choses que je ne savais pas, que jusqu'en ce moment ici, il y a des femmes pygmées qui accouchent encore derrière la maison sur des feuilles de bananier, mais ça fait quand même très mal. Non seulement ça, elles sont victimes de violences sexuelles sans justice. Au village, on est en train de violer les femmes autochtones. Bon, en fait, la violence... Et les femmes autochtones sont laissées comme ça. Non, mais attends, les violences sexuelles, ce n'est pas seulement pour chez les femmes autochtones, mais on connaît aussi qui est... Mais chez les Bantous, on fait quand même le plaidoyer. Ah, donc, ce qui est mal, c'est les femmes autochtones violées. Ah, ok. Personne. C'est notre structure qui essaie un peu de contacter les autorités sanitaires de la place. Okay. Mais est-ce que vous avez enregistré beaucoup de cas de viols contre les femmes autochtones pygmées? Mais s'il faut enregistrer ça, nous sommes régis d'abord dans un réseau. Dans notre réseau, nous avons plus de 600 ONG qui sont là-dedans. Qui sont là-dedans. Et l'association de santé autochtone, c'est l'unique structure qui s'occupe de la santé des peuples autochtones dans notre réseau, le REPALEP. Et vous allez remarquer que chaque structure dans nos milieux, c'est-à-dire à l'intérieur, dans les provinces, chaque structure est en train d'identifier. S'il faut même mener des enquêtes là-dessus, une étude là-dessus, on va voir vraiment des très nombreux cas dans ce secteur de violences sexuelles auprès des femmes autochtones. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous limitez simplement à identifier ou bien vous essayez de documenter et par la suite mener un plaidoyer pour qu'il y ait changement? Bon, tout cela, ça demande des moyens. Okay. Et chaque structure dans notre réseau a sa spécialité. Et aujourd'hui, l'association des santé autochtones est partout dans toutes les DPS, division provinciale de la santé. Et de là, il nous faut un peu de moyens pour réaliser l'identification de tous ces cas-là. Mais malheureusement, on se limite seulement au niveau des plaidoyers. Par exemple, notre point focal au niveau de la zone de santé peut nous signaler qu'ici, on a violé tel et qui viole? Et ce sont parfois les Bantous. Les Bantous? Parfois les Bantous. Parfois eux-mêmes aussi, ils se violent. Et parfois eux-mêmes, mais c'est un peu entre nous. Okay. Surtout dans les zones à conflit, à nord-sud Kivu là. Souvent, ce n'est pas nous-mêmes, ce sont les Bantous et les autres de là qui sont en train de violer les femmes autochtones. Et dans ce cas,
on fait que c'est limité dans le plaidoyer. Plaider auprès des autorités, voilà ce que les femmes autochtones sont en train de subir. Vraiment, c'est un problème actuellement que ensemble, on devrait quand même être assistés. Mais docteur, dis-moi un peu, des cas comme celui-là, les cas de viol, si ça vous arrive, parce que vous êtes médecin, allez-vous recourir à la médecine moderne ou traditionnelle pour essayer de guérir ou de soigner ce genre de problèmes? Bon, au village, on recourt seulement à la médecine traditionnelle. Ok. Mais au niveau de la ville ici, malheureusement, je n'ai pas encore reçu un cas pareil. Si ce cas arrive, eh ben, on va le prendre en charge comme tout le monde est en médecine moderne. Ok. Ouais. Alors, vous avez dit que la médecine traditionnelle se transmet des clans en clans, de famille en famille, ainsi de suite. Alors, vous êtes l'un de ces clans-là? Ah oui, je suis de ces clans-là, mais vous voyez mon cursus quand même. J'ai quitté le village, le petit enfant là, et puis vers la ville. Donc, tu as perdu le pouvoir, hein? Non, pas tout à fait. Ça c'est du sang. Ça c'est du sang. Et maintenant, j'ai quand même ce pouvoir dans les sangs et que pas même en totalité, de manière partielle, je peux agir. Je peux agir dans ce secteur. Donc, vous pouvez aussi guérir. Donc, quelqu'un qui a une fracture au bras, et tu fais des trucs là et puis. Oui, la pharmacopée, c'est notre culture. C'est du sang et que tous les autochtones sont bénis de prendre en charge un malade en médecine traditionnelle. Ça c'est évident, ça c'est notre pouvoir traditionnel mandaté par nos ancêtres. À un moment donné, on commence à douter un peu de ces pouvoirs-là parce qu'il y a des pygmées ici qui mentent les Congolais, qui disent voilà, qui s'y boye, si ça va boyer, mais en réalité ce n'est pas ça. Bon, je ne crois pas parce que vous voyez, le monde évolue. Le monde évolue et qu'avec la déforestation, il y a des plantes qui se disparaissent petit à petit. Par exemple, telle maladie, par exemple l'hypertension, ou bien le hockey, ou bien la toux. Chez nous, les autochtones, on utilise telle plante. Alors aujourd'hui, il peut arriver, par exemple, ici à Kinshasa, on cherche telle plante, il n'y en a pas. Même au village, il peut y avoir avec les Chinois qui sont partout en train de battre les arbres comme ils veulent. Ça influence aussi même votre médecine traditionnelle. Hein? Donc, oui, c'est un problème. C'est un problème maintenant. La déforestation, c'est un problème pour la pharmacopée, la médecine traditionnelle chez nous. Il y a disparition des plantes médicinales auxquelles maintenant, il faut aller un peu très loin, aller chercher ces plantes médicinales. C'est un problème pour nous les autochtones. Alors, cela diminue même le pouvoir traditionnel des peuples autochtones. Ah oui, c'est ça. Je pense que là, avec votre association, vous y travaillez pour essayer un peu de restructurer les choses. Hein? Oui, nous avons un assistant qui s'occupe de ça. Des assistants d'ailleurs qui s'occupent de ça. Mais là, vous avez dit tout à l'heure l'histoire, par exemple, des femmes pygmées qui, pour aller à la maternité, demandent s'il y a un pygmée là-bas ou pas. Mais ce n'est pas aussi lié peut-être à la manière dont les pygmées conçoivent les choses, ou encore leur relation vis-à-vis des Bantous. Moi, j'ai été à Yanda. Yanda, c'est non l'un de votre village. Hein. Je pense que Bikoro, Yanda. J'ai été à Yanda. J'ai vu, il y avait quand même une maternité construite pour les pygmées. Mais dans cette forêt, il n'y avait que des pygmées. Mais malheureusement, aucun pygmée n'allait là-bas pour se faire soigner. D'abord, la médecine, c'est un problème de confiance. Qui travaille là-bas, dans ce centre-là? Non, mais il faut se demander la question. Que les médecins... S'il y a les Bantous qui travaillent là-bas, sans les pygmées, vous aurez toujours les mêmes soins. Par exemple, moi ici à Kinshasa. Mais les Bantous, ce sont eux qui ont appris comment soigner. Maintenant, on va prendre un pygmée parce qu'il est pygmée. Mais il y a les pygmées qui ont étudié. Il y a des pygmées infirmiers, laboratoires et tout comme ça. Pourquoi pas les intégrer là-bas? Par exemple, moi ici à Kinshasa, vous savez que tout le monde quitte Massina, Funa, Kingasani, Mongafula pour venir à l'Ipen. Ça coûte des moyens. Mais il quitte chez eux pour venir suivre son frère. C'est un problème maintenant de confiance. Donc, il est malade à Kingasani, il préfère aller... venir à l'Ipen pour se soigner. Et maintenant, c'est un problème de confiance. Mais moi, je pense que vous devez aussi travailler sur ça. Parce que
Cette intégration que vous avez toujours décriée, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'intégration, c'est que c'est vous-même qui ne voulez pas qu'il y ait intégration. Moi, je vous dis, dans notre cabinet, vous pouvez faire un tour. Vous allez trouver, j'ai des confrères médecins qui travaillent avec moi. J'ai des assistants comme infirmiers qui sont avec moi. Les Bantous. Les pygmées là, nous sommes seulement 6 à 2 à 3 seulement. Ok. Vous voyez, il y a l'intégration comme telle. Mais le problème, c'est quoi? Qui est ce Bantou qui peut intégrer les peuples autochtones? D'abord, il y a la discrimination. Et maintenant, nous sommes en train de se battre. Parce que récemment là, avec le chef de l'État, président de la République, notre loi portant sur la protection des peuples autochtones vient d'être adoptée au Parlement. Et tout le monde au Congo, tous les autochtones au Congo se réjouissent de cette loi. Là, nous pouvons remercier quand même la DGPA et notre réseau qui ont fait quand même un effort de mettre les moyens en jeu avec tous les partenaires en question, de mettre les moyens en jeu pour que nous, les autochtones, on ait quand même une sécurité quand même légale. Là, quand même, c'est à remercier le chef de l'État. Mais ce n'est pas encore tout. Il faut quand même une assistance médicale. Parce que c'est un problème. Même dans l'environnement, il y a des avancées. À l'éducation, il y a des avancées. Mais en santé, il n'y a pas des avancées. Oh, c'est un secteur très crucial qu'il faut maintenant jeter un coup d'œil. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les autorités s'impliquent avec tous les partenaires techniques et financiers. Qu'ils apportent les moyens. Qu'ils apportent les moyens, les projets, les programmes. Mais parce que c'est un secteur vide, comme je vous dis aujourd'hui. Mais parce que vous êtes le premier médecin et vous avez même eu l'idée de mettre en place une association qui parle de la santé des peuples autochtones. Est-ce que vous menez quand même une sorte de plaidoyer ou encore vous proposez des projets aux différents bailleurs de fonds pour essayer de vous accompagner ou bien vous les condamnez sans pour autant les contacter? Non, d'abord, nous faisons des plaidoyers. Des plaidoyers, nous les faisons à tout moment. Surtout dans les journaux internationaux. Là, on fait des plaidoyers. D'ici là, d'ailleurs, on aura la journée internationale sur le paludisme. C'est le 25 avril. Oui, on les fait toujours. Mais le problème n'est que qui va s'occuper de nous? Vous voyez? D'abord, c'est un problème de l'État, parce que nous sommes un peuple. Ce n'est pas dire seulement aux élections, vous venez solliciter les autochtones pour vous voter. Non mais docteur, Écoutez. Actuellement, il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, qu'on puisse s'occuper des peuples autochtones. Moi je pense parce que les peuples la santé des peuples autochtones, au moment où je vous parle aujourd'hui, c'est déplorable, c'est dégradant, c'est alarmant. Pourquoi? Parce que la malnutrition, la planification familiale, les violences sexuelles et d'autres maladies parasitaires, bactériennes, virales et tout consort sont à la base du taux de mortalité néonatale maternelle et infantile auprès des femmes et des enfants autochtones pygmées. Et c'est taux quand même considérable. Moi je vous dis c'est élevé. C'est élevé. Vous pouvez y aller dans les dépêches, surtout à l'intérieur. Vous allez voir que le peuple autochtone meurt parfois au village avec des petites maladies. Personne ne s'occupe d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas approcher la médecine. Non, c'est les moyens d'abord, il n'y a pas d'argent. Ok. Il faudrait qu'il y ait des projets intégrés dans le secteur de la santé pour s'occuper des peuples autochtones. Il faut qu'il y ait des projets intégrés, surtout pour les enfants et les femmes. C'est un problème maintenant. Moi, je vous dis, si le gouvernement s'occupe intégralement avec ses partenaires techniques et financiers, voire même les bienfaiteurs, quiconque peut faire un don dans notre cabinet, ou bien même à l'intérieur, parce que nous avons des cabinets même à l'intérieur du pays, ça pourrait être une bonne chose pour s'occuper de cette communauté vulnérable qui est en train de subir l'opprobre de la maladie. Mais est-ce qu'au niveau de votre association, vous sensibilisez aussi les communautés pygmées à comprendre la nécessité de s'adonner aussi à la médecine moderne? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est une recommandation auprès de la communauté actuellement. C'est une recommandation. Comme dans notre cabinet là, on travaille avec les moyens de bord. Personne ne nous soutient. Heureusement, d'ici là, on a vu Maman Janine Janine Mabunda. Non, c'est un partenaire de Fatih Click
qui est venu nous aider, nous accompagner à travers la sensibilisation dans le secteur de l'hygiène. Mais ce n'est pas tout. Nous entendons encore les autres de venir s'associer dans ce secteur pour accompagner la communauté autochtone en matière de la santé. Donc le problème, c'est ça. Nous travaillons, surtout avec nos moyens de bord. Mais il n'y a pas de partenaires qui nous appuient. Des projets sont toujours en gestation. Mais ça prend du temps. Oui. En attendant, la communauté est en train de mourir. Vous voyez? Donc, j'appelle tout le monde, donc, avec la main au cœur, qui veut venir aider les femmes et les enfants autochtones, surtout à travers notre cabinet, ou bien dans d'autres projets. Pourquoi seulement les femmes et les enfants? Les hommes, eux, n'ont pas de problème? Bon, si je dis les femmes et les enfants, parce que c'est un secteur très affaibli, et que c'est là où il y a trop de cas, surtout les femmes et les enfants. C'est pour cela, quand je vois les femmes et les enfants, en tout cas ça m'inquiète beaucoup, et je me demande comment surmonter ce fardeau maintenant. C'est pour cela que je suis en train de marteler là-dessus pour les femmes et les enfants. Mais quelles sont les pathologies que vous avez identifiées qui déciment d'autant plus le peuple autochtone pygmée? En tout cas, ce sont des maladies d'ordre parasitaire, par exemple le pali, des maladies d'ordre... Mais ils ont l'embouma bonobo, pourquoi ils ne mangent pas l'embouma bonobo pour guérir? Parce qu'on nous fait manger l'embouma bonobo à Kinshasa. Vous savez bien que même les bonobos lui-même, utilisent ça. Au moment où vous êtes en train maintenant de chercher ce que bonobo est en train de manger, lui qui vit dans la forêt, vous voyez, c'est un problème. Ça peut se disparaître aussi, les fruits là de bonobo. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est la pharmacopée. Mais maintenant, il faut affilier ça avec la médecine moderne pour donner quand même la guérison. Et là, je vous dis que les autochtones qui vivent dans les villages, c'est un problème aussi d'hygiène. Il faut maintenant tenir compte de l'hygiène et de l'assainissement. Oui, exactement. Il faut la sensibilisation de l'hygiène et de l'assainissement. Et là, nous entendons notre partenaire là, le PDCS, avec la malnutrition et puis la sensibilisation. Mais à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours dépassé à comprendre. J'imagine tout simplement que nous devons faire une sensibilisation d'une communauté. Vous avez, par exemple, des bureaux de substitution au niveau des provinces, parce que vous l'avez dit, l'association est représentée dans les provinces. Oui, nous avons les antennes dans les provinces. Voilà. Mais est-ce que dans les zones de santé, pour faire, par exemple, ce travail de sensibilisation, vous avez nécessairement besoin de moyens? Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très loin, justement, ils ne sont pas très loin des communautés concernées. Je prends les cas, par exemple, de Bikoro, d'où vous venez. Si vous avez un bureau en Mbandaka, mais vous pouvez déléguer, par exemple, des personnes sur Yanda, sur Bikoro, sur Itipo, sur Bokatola, pour discuter avec les communautés. Est-ce que ça vous demande toujours des moyens? Monsieur le journaliste, vous connaissez bien les milliers. De Mbandaka jusqu'à Yanda, c'est au moins 120 ou 130 km. Alors, pour faire déplacer, ne fût-ce qu'une moto, c'est une mission. Maintenant, c'est une mission. Maintenant, il faut payer quelqu'un. Et voyez même dans les zones de santé, par exemple, la zone de santé de Bikoro, là où il y a aussi une forte concentration de PA. Vous voyez, même pour sensibiliser, vous ne pouvez pas aller une sensibilisation porte à porte. Peut-être regrouper les gens à travers peut-être des faux groupes ou bien le mettre dans une salle. Ça demande un peu de moyens, pas même pas assez trop, un peu de moyens. Et tout cela, ça nécessite nécessairement. Mais je sais aussi que les associations contribuent. Quand vous n'avez pas, par exemple, des partenaires aujourd'hui, mais vos petites contributions entre les membres, ça ne peut pas vous aider à faire déjà quelque chose. Exactement, nous sommes un peuple dépendant de la forêt. Si aujourd'hui un autochtone ne va pas à la forêt, il ne vit pas. Vous êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas dans la forêt. Hein? Mais souvent vous me voyez au village. Souvent vous me voyez au village. Nous sommes un peuple dépendant de la forêt. J'imagine que les jours où tu vas rentrer dans ton village, les pygmées vont fuir, vont dire ça c'est un bantou. D'ailleurs, je viens de là. Ils ont je fui, viens de là. Ils ont fui, j'espère. Non. Ils m'ont accueilli d'ailleurs. Ils vont dire, mais celui-ci c'est un bantou, ce n'est pas... Non, ils m'ont accueilli d'ailleurs. D'ailleurs, on se communique à tout moment avec eux. On se communique avec eux à tout moment et ceux qui viennent à Kinshasa, on se voit à tout moment. D'ailleurs, dans le cabinet là, d'ailleurs si je ne suis pas, mes confrères ont quand même les difficultés
de recevoir aussi, s'ils viennent, où est docteur Gustave? Oh, il n'est pas là. Ah, un autochtone souhaite seulement m'attendre jusqu'à tel point, je sais. Même ce n'est pas mon jour de prestation. Même s'il va mourir, il préfère mourir, mais m'attendre. Ça, c'est la confiance. Mais ça, c'est justement, moi, je ne pense pas que c'est la confiance. Moi, je pense que c'est plutôt la question de l'intégration. Parce que vous-même, oui, ça vient petit à petit. Vous ne faites pas un effort pour les faire intégrer aussi. Leur dire non, voilà, même si vous ne me trouvez pas, il y a d'autres collègues médecins qui sont là qui peuvent vous recevoir. Bon, exactement, on les fait, mais les cas, il ne manque pas des exceptions. Okay. Il y a ceux qui viennent là avec sa femme, où est le Bota? Il n'est pas là. Bon, il m'appelle au téléphone. J'ai dit non, il y a un confrère qui est là, qui preste aujourd'hui. Non, nous entendons seulement. Donc, je serai obligé de quitter même le soir pour aller les rejoindre. Okay. Le problème, c'est ça. Comme je vous ai dit, à Bikoro, c'est une zone de santé, une forte concentration de PA. D'ailleurs, vous connaissez bien le milieu. Et nous sommes un peuple dépendant de la forêt. Là, je parle par rapport aux cotisations. Je dois repartir là-bas, Kalamingité. Hein. Ah, ça, je dois repartir ça dans la sera forêt, une bonne chose. Et si Dieu nous prête encore un peu de moyens, on sera avec vous. Super. Nous faisons notre cotisation. Par exemple, les cabinets où nous avons aujourd'hui, il n'y a pas de financement. C'est nous-mêmes, les membres de l'association, qui cotisent pour mettre cette structure. Mais c'est insuffisant okay. Par rapport au cas. Il y a un problème de médicaments, approvisionnement de médicaments. Il y a un problème des intrants. Nous-mêmes, par rapport à la communauté, on ne saura pas faire face. Et à combien, en termes d'argent, combien vous estimez les besoins que votre association a pour fonctionner de manière normale et venir en aide au peuple autochtone? Ça, c'est un état de besoin. Et ce sont des moyens, ça demande beaucoup de moyens. Vous les estimez à combien, ces moyens-là? Mais ça peut aller de millions l'année. En termes de millions de dollars? Oui. Okay. Ça peut aller des millions par an. Et là, si on a un partenaire dans ce secteur, ça va être une bonne chose parce que jusqu'à présent, c'est un secteur qui est vide et que l'association de santé autochtone, on est en train de se démener par nos moyens de bord. Est-ce que vous avez contacté le ministère de la Santé? On a contacté son Excellence Eteni. Dr Eteni, on l'a écrit d'ailleurs. Je ne sais pas comme il y a maintenant fait mandat et tout consomme. Mais le dossier est là, c'est lui qui va venir, je pense qu'il va continuer. Et ça sera une bonne chose de consulter les peuples autochtones. Ça sera une bonne chose. Et avec les autres partenaires, tels que la Banque mondiale, qui ne se limite pas non seulement à l'environnement. Nous entendons le projet lié à la santé. Bien sûr, nous sommes intégrés dans le projet de PDCS sur la malnutrition. Mais ce n'est pas tout, seulement la malnutrition. Il faudrait maintenant nous annexer aussi, nous intégrer aussi dans d'autres projets liés souvent à la planification familiale, à la vaccination, au paludisme tout à l'heure, et puis dans d'autres pathologies dans nos milieux. Et là, je souligne aussi qu'il y a un problème des maladies zoonotiques. Des maladies zoonotiques, maintenant, ça cause un problème. Comme nous vivons ensemble avec les animaux, cela aussi cause un problème. Et si dans ce secteur aussi, il y a un partenaire qui se présente aussi, ça va être aussi une bonne chose. Okay. Ça va être aussi une bonne chose. C'est très bien, parce que je sais quand même que parmi les gens qui sont très souvent touchés par Ebola, il y a les pygmées. J'avais vu les cas de ce qui s'était passé. Parce que vous consommez beaucoup plus aussi la viande. Hein? Oui, exactement, parce qu'avec Ebola, on avait intégré les pygmées parmi les sensibilisateurs, et surtout dans les deux pays de l'Équateur. Là, mes frères ont été intégrés à Ebola, mais ça n'a pas été du tout total. Okay. Ça n'a pas été du tout total. Il faudrait maintenant qu'on puisse mettre une sensibilisation rapprochée, spécifique, adaptée aux autochtones pygmées. Okay. Là, le message va passer très bien et que l'appropriation du projet à la base va se faire très bien. Mais est-ce que depuis que vous avez commencé à travailler dans les cadres de l'association, parce que vous êtes maintenant un médecin confirmé, depuis 2013 vous travaillez, et depuis que vous avez commencé à sensibiliser, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de mentalité de la part des peuples autochtones pygmées? Parce qu'ils étaient un peu réticents vis-à-vis de la médecine moderne, mais avec votre sensibilisation, avec votre présence dans les milieux, ça influence quelque chose? Oui, il y a des avancées, mais il y a beaucoup à faire. Il y a des avancées, bien sûr, mais il y a beaucoup à faire. Par exemple, dans le cas des cliniques,
non seulement la prévention, mais dans la prise en charge. Oui. Il faudrait maintenant encore de sensibilisation. Parce que si un autochtone n'arrive pas à s'intégrer comme tel à l'hôpital, parce qu'il y a des Bantous, bien sûr c'est notre cabinet de l'association des autochtones, mais s'il trouve les Bantous et qu'il y a quand même des méfiances comme ça, ce n'est pas du tout bien, la guérison ne sera pas totale. Il faudrait maintenant les amener encore à sensibiliser. Et comment maintenant les sensibiliser? Il faudrait maintenant choisir les axes. Par exemple, la planification familiale est toujours liée à la clinique. Il faudrait maintenant les sensibiliser dans ce secteur. Par exemple, la sensibilisation liée aux violences sexuelles. Par exemple, la sensibilisation liée aux jeunes filles et adolescentes. Là, ça englobe au moins la clinique et puis l'intégration, ça va évoluer très bien. Très bien. Alors, nous sommes en train d'étendre vers la fin. Je voudrais savoir, aujourd'hui, la Covid semble démontrer que les pygmées n'ont pas assez de pouvoir. Hein. Ah non, ça c'est... Non, ça, on n'a pas vu un produit pygmée qui est efficace jusque-là. Non, je vous dis, messieurs les journalistes, qu'on se dise en face. En face de la Covid ici, on a connu pas mal de prédateurs si la pharmacopée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il ne nous reste que des slogans. D'ici là, je vous parle comme médecin, le dernier rempart, ça sera la vaccination. Le gouvernement a mis, ce n'est pas obligatoire, selon les communiqués que je vois là. Et de là, comme ils n'ont pas eu le pouvoir traditionnel, coutumièrement titré, voilà, aujourd'hui, vous qui avez ce pouvoir, ils sont hier. Vous qui avez le pouvoir, c'est à eux maintenant de venir vers les autochtones, d'avoir ce pouvoir-là. Et que vous avez des problèmes, vous les autochtones. Et que tout ce qu'on est en train de dire là, on aura quand même gain de cause. Et vous savez bien, je pense que vous aussi, vous avez pris le Congo Bololo. Bien sûr. Ah oui, bien au sûr. début là, c'était catastrophique. Ça, c'est le pouvoir des autochtones. Et il faudrait maintenant venir chez les autochtones. Au début, on pourrait avoir quand même un très bon résultat. Mais comme ils ont fouillé les autochtones. Donc, ils ont contourné les autochtones pour aller chercher les médecins. Pour aller chercher ailleurs. Voilà, chacun a son secteur. La pharmacopée, vraiment, c'est notre secteur. Et qu'aujourd'hui, avec la Covid, vous avez quand même le résultat. On va aussi vous vacciner. Hein? Bon, la vaccination, c'est facultatif. Tous les pygmées doivent être vaccinés. Parce que vous avez démontré votre limite. Vous n'avez pas trouvé non. Le gouvernement a mis c'est facultatif. Hein? La vaccination, c'est notre dernier rempart. En cas d'épidémie, c'est notre dernier rempart. Mais le gouvernement a mis ça facultatif. C'est à chacun maintenant de voir. Mais comme structure, et si le gouvernement nous appelle, on est ouvert. On est ouvert de mener des stratégies là-dessus. Pour faire vacciner les pygmées dans la forêt? Là, je ne dis pas vacciner ma communauté, parce que le gouvernement lui-même a dit. Le gouvernement lui-même a dit c'est facultatif. Comment tu ne veux pas que ta communauté puisse être vaccinée? Pourtant, non, je ne refuse pas. Ils étaient censés nous apporter des remèdes. Je ne refuse pas, mais je dis c'est facultatif. Vous dites et nous sommes là pour la pharmacopée pygmée est toujours la plus puissante, mais là, on a senti qu'elle est la moins puissante avec la Covid. Non. D'ailleurs, nous sommes très forts. Parce que le silence n'exprime pas une faiblesse. N'exprime pas une faiblesse. Et là, je vous dis très bien que nous sommes dans le secteur, dans la vaccination, nous sommes dans le secteur de sensibilisation. Pour sensibiliser la communauté, on est prêt. Mais l'administration de la vaccination, c'est facultatif par le gouvernement. C'est le gouvernement lui-même qui a dit ça, si j'ai bien suivi. Donc c'est ça. Et ce que le gouvernement a dit, on peut que se soumettre dans ça. Ok. Docteur Gustave, mon avant-dernière question est bien celle de savoir. Vous êtes aujourd'hui médecin, ça fait plus ou moins 7 ans que vous exercez. Je pense que ça, c'est un objectif que vous avez déjà atteint. C'est un défi que vous avez déjà relevé. Quelle est la suite pour vous? La suite, c'est d'amener ma communauté autochtone pygmée d'accéder aux soins de qualité. Non seulement ça,
de promouvoir aussi ma communauté, c'est-à-dire les autres autochtones, à devenir comme moi. Ok. À devenir comme moi. Parce que nous sommes peu, nous sommes nombreux, mais les acteurs dans le secteur de la santé, nous sommes très peu d'ailleurs. Et que si on aura quand même quelqu'un qui va prendre d'autres autochtones comme des boursiers, dans le secteur de la santé, ça va être une bonne chose. Et vous y travaillez déjà? Oui, depuis que j'ai terminé mes études, je n'ai jamais été chômeur. Non, vous y travaillez pour arriver à atteindre cet objectif parce que vous voulez maintenant amener les soins de qualité auprès de votre communauté. Oui, donc vous y travaillez? Nous travaillons déjà, on se bat et c'est un problème de moyens qui nous manque pour élargir notre champ d'action. Okay. C'est un problème de moyens, surtout à l'intérieur du pays. Il y a trop de cas et que la communauté souffre vraiment comme il faut. Et avec l'État, si on aura même des moyens pour descendre sur le terrain, vous allez voir, c'est déplorable. Alors, au niveau de l'association, quelles sont les perspectives? Parce que vous avez implanté les bureaux relais un peu partout sur le territoire national. Oui. Quelles sont les perspectives pour votre association? En tout cas, merci beaucoup. Nous avons le devoir de mettre encore davantage dans d'autres dépêches les antennes, voire même dans les zones de santé et dans les aires de santé, pour que tous les autochtones s'apprennent au moins de notre structuration de l'association. Mais au niveau aussi de Kinshasa, nous avons aussi besoin de mettre aussi des centres de santé dans toutes les communes, là où il y a présence des peuples autochtones. Okay. Vous avez quand même une cartographie? Oui, nous avons une cartographie qui est là. Et que on les retrouve dans quelles communes, par exemple, à Kinshasa ici? À Kinshasa, nous sommes à Limete, quartier Funa. Limete. Nous sommes à Massina 1 et 2. Okay. Nous sommes à Mongafula 1. Okay. Nous sommes à Kitambo. Nous sommes à Maluku. Okay. Nous sommes à Sélé. Nous sommes à Kikimi, okay. dans la zone de santé Kikimi. Nous sommes à Ngaba. Okay. Nous sommes presque partout, sauf à Lingwala et Gombe. Ok, d'accord. Et Bandale aussi. Ah, super. Voilà. Alors, vous pensez qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée? Oui, exactement. Laquelle question que je n'ai pas posée? Est-ce que nous avons un partenaire qui nous appuie? Ah, très bien. Oui. Est-ce que vous avez un partenaire qui vous appuie? Jusqu'à présent, nous n'avons pas un partenaire. Ah bon? Il n'y a que notre réseau, le Repalef, avec d'autres réseaux qui sont intégrés dans notre réseau, par exemple l'INAPICO, la DGPA, et d'autres structures comme ANAPAC, et puis DIPI, qui essaient au moins d'amener leur cotisation, de nous appuyer de manière informelle pour accompagner la communauté en matière de la santé. Okay. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas un partenaire qui nous appuie techniquement et financièrement en matière de la santé pour le peuple autochtone. Et l'association existe depuis combien de temps? L'association existe depuis 2017. Okay. Et jusqu'à présent, on se démène seulement avec nos moyens de bord. C'est pour cela que j'ai lancé un appel pathétique à tout le monde, notamment au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, notre ministère de la Santé et d'autres partenaires, voire même les bienfaiteurs et les donateurs, de bien vouloir venir accompagner le peuple autochtone pygmée, de bien vouloir venir prendre en charge la santé des peuples autochtones pygmées. Parce que c'est un problème qui aujourd'hui, qui est très important maintenant au niveau du ministère de la Santé. Et que si aujourd'hui, nous-mêmes, associations de santé autochtone, on se démène avec nos moyens de bord, demain ou le lendemain, on peut être affaibli. Mais c'est une communauté que le gouvernement a besoin de ça. Parce que d'ici là, si j'entends parler des recensements, même les autochtones seront recensés. Bien sûr que oui. Mais si on trouve les autochtones, il n'y a pas des autochtones, tout le monde, maintenant, il y a disparition des autochtones parce que la maladie nous a ravagés et tout comme ça. Ce n'est pas bon. Nous sommes un peuple, nous avons droit à la santé.
c'est un droit inaliénable garanti à tout le monde. Tranquillisez-vous, Voilà. moi je suis autochtone. Ouais, Il ne faut pas seulement vous considérer vous-même comme si vous étiez Merci des beaucoup, autres. Moi monsieur. aussi je suis autochtone. Merci beaucoup. Alors, mais docteur, je voudrais que vous puissiez regarder cette caméra Oui. et vous allez vous adresser en Lochwa. Lochwa, c'est la langue des Bachois, c'est ça, non? Ah Vous oui. connaissez quand même ça? Ah oui. Voilà. Vous allez Ouais. vous adresser à vos frères pygmées qui vous suivent Ouais. dans votre langue maternelle Ouais. pour leur demander de faire confiance aux médecins et à la médecine moderne. Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bankana, Bingambi, Bamama, Mi Gustave Lowota, pendant qu'il y a médecin. Tu y allais en Kisasa, tu bonana kamba santé. Ndanga monya kumalo yale, bon tomo, tu soutenir secteur de santé. Le secteur de santé est au diac. Secteur de santé, to kono wuke. Secteur de santé est au tungia wuke mon. Aiko. Nangahan kumato ya le bomo. Nde monganga boki on koko. Nde monganga boki on dele. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Gustave. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que vos frères ont suivi ce que vous avez dit. Oui. Quand bien que moi, ça entre et ça sort, je Ouais. n'entends rien. Vraiment. Mais au moins, j'ai compris que vous avez voulu leur demander de pouvoir faire confiance à la médecine moderne. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, je vous dis merci pour votre disponibilité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vous reçois sur mon plateau. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé au peuple autochtone pygmée. Merci beaucoup. Et Merci. donc, prochainement, lorsque nous aurons encore besoin de vous, je pense que vous serez disponible pour partager avec nous vos succès. Parce que demain, je vois déjà que vous aurez des partenaires. Et quand il y aura des partenaires, on reviendra peut-être pour voir quels sont les projets qui sont mis en place et comment ils sont exécutés. Ça sera une bonne chose pour nous. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de l'invité du week-end. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Gustave, qui est un peuple autochtone pygmée. Vous l'avez suivi, son adresse en Lochwa. Voilà. Donc, pour demander à ses frères pygmées de pouvoir faire confiance à la médecine moderne. Lui, il est médecin moderne, mais en même temps, à côté de la médecine moderne, dans son cabinet, il essaye de mettre en place aussi la médecine traditionnelle. Donc, nous avons eu le plaisir de les recevoir sur ces plateaux, discuter avec lui, voir un peu quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission. C'est par ici donc, nous vous fixons rendez-vous le samedi prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Vraiment, c'est très bien, très bien. Nous pouvons que remercier la chaîne Environ News qui accompagne le peuple autochtone pygmée, surtout dans le secteur de l'environnement. Mais ce n'est pas tout, il faudrait maintenant relier la santé et l'environnement parce que c'est un élément très capital et que de pareilles émissions, que ça continue, que prochainement aussi nous soyons toujours à la une pour partager ces informations liées à la santé et à l'environnement pour le peuple.